Bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là présents, de rester fidèles, de rester là, malgré que c'est... Bon, moi j'enregistre cette vidéo au jour de Noël. Demain, ce sera pour certains la reprise du travail. Parlons pas trop de travail en ce jour de Noël, mais enfin, pour d'autres, ce sera le pont, peut-être un grand pont, puisqu'il y a jeudi, vendredi, puis samedi pour certains. Peut-être 3 jours, peut-être 2 jours, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà. J'espère que pour vous les fêtes de Noël ont été bonnes, ça s'est bien passé. J'espère que vous avez pu réveillonner ou pour les croyants d'aller à vos lieux de culte favoris, enfin ce que vous aimez, hein, que ce soit l'église, la mosquée ou la synagogue. Hein, je ne sais pas ce que vous fréquentez. Pour les chrétiens, bon, c'est vrai que pour les juifs et les musulmans, Noël ça ne représente pas grand-chose, hein, en principe. Pour les chrétiens, oui, bien sûr. C'est le moment de se réunir lors d'une soirée, soit à l'église, soit autour d'un repas. Enfin bon, voilà. C'est des moments de réjouissance. Malgré les temps très difficiles, j'espère que vous allez bien, en tout cas, chers amis, et que vous n'oubliez pas de vous abonner, surtout de partager cette vidéo et de liker, bien sûr, et de même, pourquoi pas, activer la clochette, hein, si cela vous intéresse. Allez, nous poursuivons un petit peu la progression dans nos dirigeants, les rois de l'Hexagone ou du royaume, hein, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Tibère Ier, je crois, après Thierry Ier, voilà, hop, on y va. Alors, pardon, je fais un peu de bruit avec les lunettes, hein, oui. Alors attention, c'est encore Grégoire de Tours qui nous fait le commentaire, oui. Amen. Comprenez toute cette histoire, toutes ces dynasties sont racontées par Grégoire de Tours ou ses successeurs. Enfin bon, de toute façon. Alors, prédécesseur Thierry Ier, bon, il a régné comme roi des Francs de 534 à 548, selon Grégoire de Tours. Hein. 14 ans, prédécesseur Thierry Ier, successeur Thibaut. Dynastie mérovingien, date de naissance vers, alors toujours pareil, là, vous voyez, les religieux, ils sont pas très précis, hein, franchement, l'église ne s'embarrasse pas de flou, hein, on va dire, mettre du flou, mettre un peu, on ne sait pas, peut-être que, mais vous savez, il y a eu des zones d'ombre, il y a eu des sauvages, alors on ne peut pas quand même savoir avec certitude, bon, alors, vers 496-505, date de décès 548, père Thierry Ier, conjoint Déotéria, qui c'est ça, Visigarde, il n'y a pas de... Voilà. Enfant X, ah bon, c'est quoi ça X? Thibaut, voilà, le dauphin, et puis Berthauvert. Voilà, on n'a pas de... Il n'y a rien qui le représente, pas un écrit, rien. Bon. Voilà un petit peu, chers amis, un cursus très court. Hein. Oh là 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 là. Bon, enfin bref. Alors, bon, Tibère est essentiellement connu par l'histoire des Francs de Grégoire de Tours. Ben oui, forcément, les autres livres ont été brûlés. Alors que voulez-vous, l'Inquisition est passée par là. Hein. Alors l'Inquisition, c'est pas autant de Grégoire de Tours, bien sûr, c'était bien avant, vous voyez. Là, c'est en 538, 539, non. L'Inquisition, c'est 12e, 13e siècle, je crois, chez nous, hein. Ou 14e siècle, enfin bon. Mais il est également présent dans plusieurs chroniques et documents du 4e siècle. Ah bon? J'aimerais savoir lesquels. Ah oui. Voir aussi liste des siècles, chiffres romains. Bon, il est jugé plutôt positivement par les historiens. Ah bon. Il est le fils du roi Thierry, bon, d'accord, qui règne sur l'Auvergne, le Limousin et les parties orientales de l'ancien royaume de Clovis, à Cologne, Metz, Reims et Trèves. Ça, Trèves, c'est pas dans l'Hexagone, hein. Trèves, c'est en Italie, hein, que je sache, chers amis. Ah non, dans la Rhénanie. Ah bon. Ah oui, en Allemagne, d'accord. Pour le compte de son père, il met en déroute les Danois, etc., tente de reprendre Septimanie aux Wisigoths. Bon.
Alors, Tibère tire parti de la guerre que se livrent en Italie les Ostrogoths et l'Empire roman d'Orient. Les rois francs obtiennent ainsi en 536 la cession de la Provence par les Ostrogoths contre l'envoi des troupes. Ils pillent le territoire italien. Bon. Contexte, les sources. Tibère et Théodebert, en germanique Théodobert, bon, signifiant brillant dans le peuple. Ça ne veut pas dire grand-chose tout ça. Et ça, c'est des traits. Bon. Et principalement connu grâce à l'histoire des Francs de l'évêque Grégoire de Tours. Enfin, qu'est-ce que vous allez chercher, monsieur Raymond? Hein, il n'y a pas d'autre historien. Il n'y en a pas. Il n'y a que Grégoire de Tours. Ben oui. Enfin. L'historien Robert Latouche, ben voilà, quelqu'un d'autre conclut que Tibère a joui d'une excellente réputation auprès, oui bon, oui, bon, les débuts du royaume des Francs au 5e siècle, à partir, voilà, vous voyez un petit peu le royaume franc, c'était tout ça. Ah ben bien, la division de la Gaule en 511, tout ça c'était la Gaule, vous voyez, c'était pas que ça, hein. Vous voyez, c'est vous dire que c'était la Gaule avant l'intervention de l'Église, de la religion, avant les Romains. La Gaule était bien plus grande que notre pays aujourd'hui, chers amis. N'est-ce pas? Regardez. Vous avez ici la Longre. Moi, j'arrive pas à lire. La Tongre plutôt. Tournai. Thérouanne, Soissons, ça c'est quoi, on voit pas, c'était... Bon, ben, évidemment, on peut pas le lire sur du bleu foncé hein, quand c'est des lettres en noir. Hein. Alors Langres, Dijon, Besançon, Genève, vous voyez, tout ça, ça faisait partie de la Gaule. Ah oui. Tarbes, bien sûr, évidemment, l'Hispanie visigothique, d'accord. Royaume de Reims, royaume de Soissons, royaume de Paris, royaume d'Orléans. Bon, royaume du Burgonde. Voilà un petit peu, hein. Voyez. La Gaule en 511 après le partage du royaume des Francs entre les fils de Clovis. Bon, nous revenons un petit peu à nos moutons là. À partir de 407, plusieurs peuples germaniques pénètrent en Gaule et s'y installent. Les Wisigoths fondent un royaume en Aquitaine et en Espagne. Les Burgondes et les Alamans s'établissent, eux, le long du Rhin. D'autres peuples comme les Saxons, les Thuringiens et les Bavarois choisissent de rester en Germanie. En 443, les Burgondes s'installent en Savoie, puis s'étendent le royaume jusqu'à Lyon et la Durance. En 489, les Ostrogoths s'emparent, eux, de l'Italie. Jeunesse et première campagne, Tibère ou Théodebert, né vers 496, moins 505, est le fils du prince Thierry. Il est né des petits-enfants du roi Clovis. En 511, à la mort de Clovis, ses 4 fils survivants, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire, se partagent son royaume tandis que leur sœur Clotilde épouse le fils d'Alaric II, Amalaric, roi wisigoth d'Espagne. Ah, Clotilde, tiens, un roi wisigoth, c'était pas des chrétiens, les wisigoths, hein. Regardez. Les Goths et les Wisigoths sont ceux qui migrant depuis la région de la mer Noire. C'est pas des chrétiens. Faut pas me le... Alors, dites-moi que Clotilde... ah non, c'est pas le même. Hein. Aussi appelé... Ah non, c'est pas le même. Et la fille de Clovis, ah oui, d'accord. C'est pas l'épouse. Issue de son union avec une princesse burgonde, prénommée également Clotilde. Bon, les Daphons... Alors, en 531, Thierry et son frère Clotaire traversent le Rhin pour soumettre le peuple des Thuringiens. Le prince Tibère accompagne les 2 rois durant cette expédition. Voilà. Début 533, le roi Thierry fiance son fils unique Tibère à Wisigarde.
l'une des deux filles de Vacho, je ne sais pas comment on dit, hein. Roi des Lombards. Ah, tiens. Roi des Lombards, c'est intéressant ça. Voilà les Lombards. Oui, Panoni. Oui, parce que la Lombardie, j'abrège rapidement. Les Lombards, c'était un peuple qui venait de Suède, pas de la Suède, si, de la Suède, de l'Allemagne, enfin. Oui, enfin de l'Allemagne, la Suède, pas la Suède, mais comment enfin d'Allemagne, je crois, au 5e ou 6e siècle, s'établir en Italie, d'où la Lombardie, hein, et se sont étendus jusqu'à la Vénétie, un peu partout. Alors les familles qui portent ce nom de Lombard, Lombardie, Lombardo, les plus connus, disons, il y a deux familles, je vous l'ai dit, hein, c'était au XVIe siècle. Mais si un jour je parle des Lombards, je vous en dirai deux mots sur la naissance des familles Lombards. Lombard, Lombardie, Lombardo. Bon, en latin, c'est Langobardie, hein, ou Langobardie. Voilà, donc. Mais bon, bon, ici, c'était un roi des Lombards. Alors, les Lombards, c'est un peuple, pas une tribu, comme j'entends souvent dire. C'est un peuple. On ne dit pas la tribu gauloise, le peuple gaulois. On ne dit pas la tribu franque, on dit le peuple franc, vous voyez. C'est une insulte de parler de tribu quand on compare les tribus indiennes, par exemple. Encore que même déjà tribu indienne, c'est un peuple indien pour moi, c'est pas une tribu. Bon, enfin bon, voilà. Parce que tribu, ça fait un peu insultant. C'est un peu insultant pour un peuple qui soit iroquois, qui soit apache. Bon, pour moi, c'est pas des tribus, c'est des peuples, c'est tout. Voilà. Mais les Anglo-Américains appelaient ça des tribus. Alors depuis, ce langage est employé dans l'histoire que nous lisons dans les écoles, hein, depuis, je ne sais pas en quelle année, jusqu'à l'université, hein, vous voyez. On nous parle de peuple et de tribus. Alors après, oui, dans des peuples, il y a des tribus, comme par exemple chez les Africains, il y a des tribus Peuls, des tribus... voilà, ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans un même pays, on parle d'un peuple, admettons, ivoirien ou sénégalais, par exemple, avec 2, 3, 4 tribus. Dans ce cas-là, c'est pour distinguer le peuple d'un pays par rapport aux tribus qui composent ce peuple-là. Là, c'est différent. Oui, remarquez, alors dans ce cas-là, les tribus Apaches, Iroquois et autres, oui, c'était l'ensemble des peuples qui formaient le peuple d'Amérique du Nord. Bon, bref. Alors, voilà, début, je l'ai dit. Alors, accession à la royauté et affaires gauloises. Ah, c'était la Gaule encore? Ah bon? Je crois qu'il était les pays francs. Vers la fin de l'année 534, oh là là, le roi Thierry est furieux contre son parent Sigivald. Il est un aristocrate franc. Bah oui, c'est pas gaulois alors. Parent du roi Thierry, dont le lien de parenté exact n'est pas connu. Ouais, bah évidemment, avec l'Église, c'est jamais connu. Enfin, remarquez, bon, c'est vrai que c'était peut-être pas facile non plus d'avoir toujours des précisions. Ça, je comprends. À qui il avait confié le duché d'Auvergne. Il le fait alors égorger. Thierry envoie ensuite un messager à Tibère pour qu'il élimine également le fils du duc. Bon, à l'époque, ils s'entretuent entre eux. Bon, ça, femme, enfant, bon. Guerre des Goths en Italie, ah, ça c'est intéressant. En 534, le jeune roi Athalaric, d'accord, Athalaric des Ostrogoths d'Italie tombe malade puis décède. Sa mère Amalasunthe, voilà, Malassonte, pour conserver le pouvoir, épouse son cousin Dedaat, d'accord, qui gouverne alors la Toscane. D'accord. Todaat, qui avait été récemment réprimandé par la reine, accepte le mariage principalement pour pouvoir se venger d'elle. Une fois devenu roi, Todaat réunit les mécontents et les pousse à s'emparer de la
Dans son palais de la reine, qu'ils exilent au fort de l'île du lac de Boisena en Toscane. Peu de temps après, Dahat les pousse à étrangler à Malassonte, donc la reine. Voilà, Childebert, Clotaire et Tibère, cousins de la reine, par sa mère, envoie alors une ambassade pour réclamer une compensation pour cet assassinat, comme le permet la coutume. Ah bon? Bon ben, l'île où la reine à Malassonte est exilée puis assassinée. Voilà, regardez. C'est joli l'Italie, hein? Enfin, la France aussi est belle, hein? Faut pas non plus exagérer, hein. Ah, j'ai dit la France? Ah bon, ben fallait pas. Oh, excusez-moi, YouTube. Mariage et descendance. Alors, Tibère bon, épouse en première noces en 534 Depteria, Deuterina en latin et signifiant secondaire. Bon, la pauvre. Une dame gallo-romaine, oh, décidément, résidant à Cabrières, près de Béziers. Elle est peut-être parente avec l'évêque d'Euter, de Lodève, présent au concile d'Auvergne en 535. Oh, c'est intéressant. Déjà l'union des rois francs avec l'Église. Ouais, bon. Enfin. Mais on oublie, vous voyez, à chaque fois on parle des Mérovingiens, à chaque fois là ça fait le troisième roi, il ne parle pas de l'entente avec les autres religions, hein. Ah non, il parle que de l'Église. Voyez-vous, ça montre bien que les livres ont été faits par Grégoire de Troyes, l'évêque, hein, mais pas que lui, hein, tous les autres, même les laïcs qui sont religieux, enfin croyants, répètent ex repetita, ils répètent la même chose, hein. Ils vont pas dans le sens contraire, hein. Puisque l'Église tenait dans cette partie-là, dans la partie qui dominait, hein, bien que l'Église ne dominait pas encore la Gaule, loin de là, même le pays franc, tant que les Mérovingiens étaient en place, il n'y avait pas de domination de l'Église, ni du Vatican. C'est venu avec les Carolingiens, mais ça on en reparlera. Alors ils ne parlent pas des autres religions, vous voyez, ils parlent bien des Wisigoths et Ostrogoths, oui, des Goths, d'accord, mais ils ne disent pas de quelle religion ils sont. Ils ne sont pas chrétiens, je peux vous le dire, hein. Appropriation de l'héritage culturel romain. Enfin, vous voyez, on parle ou de l'Église ou de la Rome, hein, évidemment. Mais comme l'Église est à Rome, donc voilà, ça fait bon ménage, vous voyez. D'ailleurs, l'Église s'est accommodée avec les derniers empereurs romains, hein, les derniers, dont, comment il s'appelle, oh ça y est, Alexandre, non, pas Alexandre, je ne sais plus le nom de celui qui a converti la Rome, enfin qui a donné la Rome à l'Église. Enfin bon. Appropriation de l'héritage culturel, acquisition de la Provence en 537 permet à Tibère de s'approprier les prestiges de la romanité, qui étaient encore bien préservés dans cette région. On ne parle pas des autres religions. C'est curieux, on ne parle que de la romanité. Bon. Monnayage, alors, évidemment, avec les chrétiens, et c'est la monnaie qui parle, hein. Il n'y a pas d'échange, je te donne un poulet, tu me donnes 2 poules. Non, non. Autrefois, le commerce était plus équitable. Bah oui, hein. Il n'y avait pas la soif d'argent ni de l'or. D'ailleurs, sous l'ancienne religion, celte, l'or ornait les bâtiments, les maisons, enfin les maisons les maisons de rassemblement populaire ou de culte, vous voyez. Il n'y avait pas ce désir de possession d'or, en tout cas. Ça, c'est venu qu'avec, l'Orient. Vous voyez, l'Orient qui, avec Charlemagne, mais ça, nous y reviendrons, achèteront contre des esclaves, d'ailleurs dinars contre esclaves. Allez voir cette vidéo sur Pagan TV de l'Aigle de Normandie. Vraiment, je vous la recommande. Ça vous donnera une histoire plus que parfaite, plus que complète sur les événements et les historiens de l'époque. Voyez-vous ? Et puis les vrais historiens qui ont travaillé à travers des documents, y compris des documents religieux.
Voyez-vous, c'est pas, on remet pas en cause tout ce qu'on dit, tout ce qui a été dit des religieux, par les religieux comme Grégoire de Tours. Mais il y a beaucoup de choses qui sont occultées, dont les historiens un peu plus laïcs, on va dire, ont cherché à comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans à peu près, probablement. Vous voyez, c'était un peu comme ça. Alors ils cherchaient un peu dans les creux, vous voyez, dans les creux, là, ce qui manquait. Et à travers des artefacts, à travers différentes sources, ils ont réussi à trouver, notamment les dernières découvertes des massacres des Gaulois en Belgique, hein, révèlent ce qu'a été le passage des Romains dans la Gaule. On parle de civilisation. Moneuil, oui. Moneuil. Ça a été plutôt un massacre. Ils ont tout brûlé, ce qui existait, les hôtels, enfin les hôtels d'offrande, les livres, enfin les livres. C'était pas du papier, hein, c'était des tables d'argile, je sais pas sur quoi ils écrivaient, mais ou des parchemins. Mais en tout cas, ils ont tout brûlé, tout massacré, tout détruit, y compris les maisons, les temples, hein. Enfin, les temples de rassemblement populaire ou autre. Parce que les Celtes, ils étaient dominés par la religion d'Odin, les odiniques, l'odinisme, n'est-ce pas? Et donc, c'était une religion égalitaire. Alors, pas égalitaire comme l'égalitarisme d'aujourd'hui, c'est pas ça. Mais tout le monde pouvait s'exprimer, les hommes, les femmes, enfin surtout les hommes d'ailleurs, hein, puisque les femmes, enfin les femmes aussi. Et il y avait, d'ailleurs, les femmes, c'était les Valkyries, c'était les combattantes. Souvent des femmes vierges, ou alors des femmes qui avaient perdu leur mari. Voilà, elles voulaient combattre pour remplacer leur mari, puis aller sur le champ de bataille, le champ d'honneur. Hein. Mais voilà. C'était ça, l'égalitaire, l'égalité homme-femme. C'était pas du tout le besoin de possession, ce que son mari a pour elle. Non, non, non. C'était, bon, mon mari ne peut pas, il est handicapé, il a une jambe en moins, eh bien moi je vais me battre. Voilà. C'était pour suppléer ce que le mari ne pouvait plus faire. Et j'ai connu, chers amis, en ce sens, une femme qui était coiffeuse d'ailleurs dans l'une des villes, je ne dirais pas le nom, hein, d'Île-de-France. J'ai connu une femme qui a épousé un homme très costaud, très fort, puis le jour qu'il a eu un accident, il est devenu tétraplégique, et ben c'est elle qui fait tout. Et pourtant, elle tenait le salon, où elle travaillait pour la patronne du salon, je ne sais plus. Donc je crois qu'elle était elle-même indépendante, enfin, je crois. Artisane donc, commerçante. Bon bref, voilà chers amis, on continue. Monnaie de Tibère, voilà. Regardez le sou d'or, le sou. Alors la monnaie, elle est surtout venue avec la religion. Alors vous allez me dire, est-ce qu'au temps des Gaulois, la monnaie existait? Peut-être, mais ça n'avait pas la même, comment dire, non pas la valeur, mais ça n'avait pas la même, il n'y avait pas la même envie, si vous voulez. Enfin, je pense qu'il y avait moins d'injustice que, voilà, par la suite. Hein. Où la monnaie est devenue vraiment importante, où ça a commencé plutôt, c'est sous Charlemagne. Mais ça, nous y reviendrons. Et même sous les Romains. D'ailleurs, les Romains ont appris aux Gaulois à se servir de l'argent, de la monnaie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit de la monnaie. Hein, vous voyez. D'ailleurs, on va taper sur... on va voir un petit peu. Est-ce que nous voyons quelques signes romains? Oui, peut-être, hein, la couronne. Il faut que je le sais ici. Ici, qu'est-ce que ça donne? Regardez la croix, oui, regardez les signes de mort, le soleil. Ouais, bon. Pas très beau. Ah, zut, oui, d'accord. Les sous d'or, voilà, les sous d'or. Oui, on voit pas grand-chose. Bon, bref. Relation avec le clergé. Ah, là, c'est intéressant. Enfin, dès son accession au trône, en fin 534, Tibère, lève les lois injustes que son père avait mises en place. Il a de bonnes relations avec les évêques, comble les églises de richesse et permet au clergé d'Auvergne de retrouver les biens qui lui avaient été enlevés lors d'une campagne punitive réalisée par Thierry
au début de cette même année. Oui, ça veut dire que Thierry était peut-être encore un peu de religion odinique. Parce que je peux vous dire que les évêques et les prêtres, enfin les curés si vous voulez, à l'époque de la conversion, ne faisaient pas de cadeaux. Je peux vous dire que pour ceux qui se souviennent de l'histoire de la conquête des conquistadors espagnols avec l'Église en Amérique du Sud, hein, quand les soldats disaient bon, on va les convertir, mais on va éviter de les massacrer, on va éviter de trop faire de pertes, parce qu'on aura besoin d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors il y a un clerc, je ne sais pas lequel, un clerc qui aurait répondu écoutez, de toute façon, seul l'évangile doit être appris par tous, sinon massacrez-les. Ou alors tuez-les, quoi. Enfin voilà. Ou tuez-les. Convertissez-les ou tuez-les. Tout simplement. Ce que fera Charlemagne d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Tu te convertis, ou alors on te tue ou tu es esclave. Voilà. Au début de cette même année. Bon, en novembre 535, Tibère autorise la tenue d'un concile des évêques de son royaume à la ville d'Auvergne. Ce n'est pas un concile national franc, mais un concile des États de Tibère promu. Bon, sous la présidence d'Honorat de Bourges, un évêque certainement, enfin oui, les 15 évêques présents y promulguent 16 canons disciplinaires qui rappellent les dispositions antérieures. Les évêques profitent d'ailleurs du concile pour rédiger une lettre au roi sur un problème civil. Ah, lequel? D'accord. Ils veulent attirer l'attention de Tibère sur les mauvais comportements de certains de ses subordonnés. Bah oui, quoi, ils obéissent pas, ils vont pas à la messe, ils se convertissent pas. Enfin, Tibère, qui se permettent par la force de subtiliser des propriétés. Oui, vous voyez, c'est ça. Voilà. Les évêques demandent au roi de faire restituer ces domaines à leurs propriétaires légitimes, c'est-à-dire au clergé. En mai 538, un autre concile tenu à Orléans réunit les évêques des royaumes de Tibère et Gildebert. Après 540, Tibère donne même à l'évêque Désiré de Verdun, les massacres de Verdun, si vous saviez, 7000 pièces d'or pour relancer le commerce dans sa ville. Des pièces d'or, vous voyez, c'est l'argent. Avec l'église, c'est l'argent. Ouais, c'est ça la religion, que voulez-vous? L'argent ou rien du tout. D'ailleurs, à l'époque médiévale et dans le Moyen-Âge, pour être en paix avec son âme, on pouvait acheter des indulgences. J'ai bien dit acheter des indulgences, vous voyez? C'est vous dire, tout est commerce. Le chroniqueur Grégoire de Tours, encore lui, décidément, indique également que Tibère visite les lieux saints du diocèse de Trèves pour y prier. Voilà, on ne parle pas de sa mort, bien sûr. Bon, mais écoutez, voilà, il y a des manques, c'est normal, c'est des livres, moi. C'est des écrits faits par Grégoire de Tours, parmi d'autres, hein, mais c'est par des évêques, des moines, enfin, vous voyez. Ça, c'est pas que ça manque de sérieux, non, mais ils gardent que ce qui est bon et rejette ce qui leur plaît pas. Quand ils parlent des Goths et des Visigoths, ils se gardent bien de dire de quelle religion ils étaient. Ils se gardent bien. Voyez-vous, c'est ça la partie pris des religions abrahamiques, comme le dit si bien Oleg de Normandie, et il a raison. C'est les trois religions, le judaïsme, l'islamisme, le christianisme, le catholicisme, si vous voulez. Le catholicisme sont basés sur l'histoire d'Abraham. Hein, donc abrahamique. Voilà. C'est les trois religions du livre, comme disent les musulmans. Et de ce côté-là, ils ne se trompent pas. Les trois religions du livre. Parmi ces trois livres, le point commun, c'est Abraham. Voilà. Abraham, Moïse, après, etc. Mais surtout Abraham. C'est ce qui relie les trois pensées religieuses abrahamiques.
Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire sur ce prince. Pas grand-chose, hein, vous voyez, on a peu de choses. Mais bon, n'allons pas nous faire trop de soucis. Vous savez, les historiens sérieux, c'est pas ce qui manque, hein, il faut les chercher. Et le temps me manque parce que, voilà, je fais quelques trucs dans la journée. Je fais pas que ça, que des vidéos, hein. Bien que ça devrait me prendre plus de temps, mais ça peut me prendre beaucoup de temps parce qu'il faut les monter, il faut les préparer. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a pas trop déplu. Sinon, ne vous abonnez pas, ne likez pas, ne partagez pas, et puis voilà, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas, vous êtes libre. Moi, ce que j'avais à vous dire, c'est sur ce prince, donc Tibère Ier, hein, c'est ça. Donc, nous revenons ici à la page d'accueil. Et donc, nous terminons cette petite vidéo un peu courte parce que le règne n'a pas duré très longtemps, vous voyez. On ne parle pas de sa mort, ni comment il est mort. Bon, peut-être s'était-il reconverti à la religion d'origine. Qui sait? Il y a des creux comme ça, vous voyez, il y a des troubles, pas des troubles, mais des creux. C'est que voyez-vous, le clergé ne s'embarrasse pas en général. Enfin, le clergé de l'époque c'était différent, mais même le clergé d'aujourd'hui se garde bien d'aller chercher dans les artefacts. Parce que si l'on regarde les casques gaulois, si l'on regarde les casques des premiers francs, ça ne ressemble en rien à une tribu venant de Germanie, hein, donc les Francs, qui se seraient convertis au christianisme. Ça ne ressemble en rien, je peux vous l'assurer. Il suffit d'aller chercher les artefacts. Alors pour ça, allez sur Pagan TV encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, ou sur Esprit Viking, peut-être que là, alors espritviking.org je crois, hein, si je ne me trompe pas. Allez voir ce qu'il y a comme document, comme référence d'historien. Vous verrez que vous allez en apprendre beaucoup plus que ce que je peux vous en dire. Je ne suis pas moi-même un historien indépendant ni quoi que ce soit. Oleg, oui, lui, il est bon, déjà bien plus instruit que moi. Et il est, comme on dit, historien indépendant. Chercheur indépendant plutôt. Enfin, je crois. Hein. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on se dit à bientôt. Soyez heureux, alors, en famille, continuez. Les fêtes de Nouvel An approchent bientôt, hein, c'est la semaine prochaine. Donc soyez heureux avec les proches de votre famille, les proches parmi vos amis les plus chers. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao.